Radio Courtoisie, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission, toujours en direct, naturellement. Quelques braises au fond du canot, deux femmes en haillons sous la grêle, un enfant triste, trois rameurs aux yeux d'outre-tombe. Toute l'œuvre de Jean Raspail se retrouve dans cette phrase magnifique qui décrit une rencontre que Raspail a eue avec quelques rescapés de ce peuple Alacaluf. Ce sont des Alacalufs qu'il rencontre dans une barque, dans une mer mauvaise, au large de la Terre de Feu. Jean Raspail, qui passa une bonne partie de sa vie à la recherche et à la rencontre de peuples en voie de disparition ou en danger de mort. Et c'est d'ailleurs le titre d'un bel article du Figaro littéraire du 14 février 2022, Jean Raspail, une vie à la rencontre des peuples en danger de mort. C'est un article qui signale la parution d'un très beau livre, Petits éloges de l'ailleurs. Ce sont un recueil d'articles de Jean Raspail commentés, présentés par notre invité ce soir, Philippe Empson. Alors bien sûr, nous allons rentrer dans le détail. Cet article nous rappelle que Jean Raspail, ce n'est pas seulement son roman culte prophétique, le plus célèbre de son œuvre, publié en 1973, bien sûr, Le Camp des Saints. Il avait 48 ans lorsqu'il a publié ce livre. Mais Jean Raspail, l'œuvre de Jean Raspail, c'est bien autre chose encore. C'est toute une ode aux horizons lointains, aux peuples disparus, mais aussi, nous allons parler au goût du jeu, cette vocation des grands horizons pour les peuples aussi disparus, cet intérêt pour les peuples disparus, ce goût du jeu, et bien cette vocation s'exprima dès son plus jeune âge en de multiples voyages, en multiples expéditions, tout d'abord en Amérique du Nord sur les traces de Jean Marquette, et puis un raid en Terre de Feu, Alaska, des voyages et des expéditions dans les Andes, sur la piste des Incas, et puis aussi un voyage qui a duré 1 an, qui est moins connu et qui a marqué son œuvre. Nous allons l'évoquer ce soir au Japon. De ces voyages naîtront ses premières œuvres et cette passion donc pour les peuples martyrisés par l'histoire, ces Indiens d'Amérique, les Alacalufs de Terre de Feu, qui l'amèneront d'ailleurs au grand jeu, celui du roi, celui de la Patagonie, et d'Antoine de Tounins, un jeu très romanesque, certes, mais qu'il ne prend pas plus que cela, plus que nécessaire en tout cas, au sérieux, un jeu pour faire rêver, et ce qu'il réussit parfaitement grâce à une plume magnifique, un jeu donc romanesque où vibre l'esprit d'enfance et l'amour des causes perdues. Alors, ces causes perdues, quelles sont-elles? Bien, ce sont ces passions, bien entendu. Il y a la Patagonie, on vient de l'évoquer, qui devient cette deuxième patrie, en quelque sorte une patrie de l'intérieur, un pays pour l'âme et pour le cœur. Ce sont ses propres termes d'ailleurs, lorsqu'il évoque la Patagonie. L'autre passion aussi pour les causes perdues, c'est sa passion pour le roi. Et Raspail précise qu'il n'était pas royaliste par naissance, mais qu'il est devenu royaliste par raisonnement, en quelque sorte. Mais en tout cas, à cette passion raisonnée, nous lui devons l'hommage magnifique du bicentenaire de la mort de Louis XVI. Bien d'autres passions encore, comme son admiration pour l'écrivain Jacques Perret. Alors la différence entre lui et Jacques Perret, c'est que Jacques Perret était royaliste de naissance, en quelque sorte. Il a toujours été, à la différence donc de Jean Raspail. Eh bien, toutes ces passions nous sont présentées dans un superbe ouvrage qui recueille un certain nombre d'articles, un certain nombre de critiques, de récits de voyage, de réflexions, d'interviews,
agrémenté donc d'une très belle préface. Ce livre, ces petits éloges de l'ailleurs de Jean Raspail, publié aux éditions Albin Michel, avec un très beau commentaire de Sylvain Tesson. Raspail est mort, nous dit-il. Il est allé voir au ciel si ses rêves y étaient et si le paradis était aussi vivable que la Patagonie. Et puis ce livre, ce très beau livre, un livre très émouvant qui est présenté et préfacé par Philippe Empson, qui nous fait découvrir ainsi tous les vastes horizons qui étaient ceux de Jean Raspail. C'est une œuvre très complète, très émouvante, donc je le disais, qui est consacrée à ce magnifique écrivain disparu, donc il y a maintenant 2 ans de cela. Nous avons le plaisir, chers auditeurs, je pense que vous l'avez compris, de recevoir à ce micro, donc en direct, Philippe Empson. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, donc à ce micro. Je vous présente aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes docteur en lettres modernes. Vous avez consacré votre thèse à Stephen King. Stephen King, hantise de l'écrivain. Vous avez d'ailleurs publié, votre thèse a été publiée aux éditions Septentrion. C'est le premier essai littéraire critique en français sur les œuvres littéraires de cet auteur américain. Avant de rentrer dans les œuvres de Jean Raspail, c'est peut-être là pour ça, un mot sur Stephen King, parce que j'avoue, je ne connais pas cet écrivain. J'imagine un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie seraient curieux de savoir un petit peu plus, quelques mots sur lui. Stephen King est le grand maître de la littérature fantastique et même, dit-on, de la littérature d'épouvante, d'horreur. Mais il n'est pas que cela, parce qu'il a énormément écrit. Il a une bibliographie absolument extraordinaire. Et donc, il a des talents multiples. C'est à mon sens un écrivain qui a su créer un monde bien à lui. Et avec des œuvres tout à fait extraordinaires comme ça, ou Dolores Claiborne, ou de Shining, évidemment, qui a été porté au cinéma par Kubrick. Donc un écrivain extrêmement riche. Et à l'époque où j'ai travaillé sur lui, on avait un peu tendance à le mépriser comme un écrivain de gare, en quelque sorte. Et à mon sens, c'est un très grand écrivain américain contemporain dans son genre. Et donc, j'ai voulu essayer de montrer à travers ce travail combien son univers était complexe, profond et avec un style très, très affirmé. Voilà. L'auditeur de Radio Courtoisie qui souhaiterait en savoir plus sur Stephen King, outre de lire ce que vous avez écrit sur Stephen King, hantise de l'écrivain aux éditions Septentrion, quel livre je pense conseillez-vous de lire? Shining est un classique, vraiment. Et c'est également un livre, une sorte d'hommage à Edgar Allan Poe, notamment, ou à Lovecraft, grands auteurs de fantastique américains. Et évidemment, ça. It en anglais, qui est un roman sur la peur et sur l'enfance. Je crois que King est un des très grands écrivains de l'enfance, qui sait merveilleusement décrire l'enfance et l'adolescence. Et donc, et il y a des points communs avec Jean Raspail, figurez-vous. Ça tombe bien, je voulais vous poser la question, parce que c'est pas immédiat au premier. Non, mais il y a une scène tout à fait extraordinaire qui est exactement similaire chez King et dans un des derniers romans le dernier roman de Raspail, qui est Les Royaumes de Boré, où l'épouvante est annoncée par des animaux qui fuient la forêt. Il y a une scène absolument extraordinaire où les personnages voient tous les animaux de la forêt fuir de manière effrayée et effrayante. Et on retrouve exactement cette même scène chez Stephen King dans un de ses romans. Et donc ça m'avait particulièrement frappé, et je me souviens l'avoir dit à Raspail, qui n'avait jamais lu King, et qui m'avait dit « Ah bon ?» et qui du coup s'y était un petit peu intéressé. Voilà. Il avait lu King alors Je crois qu'il en avait lu un, je crois qu'il avait lu celui justement dans lequel il y a cette scène. Et il s'intéressait à beaucoup de choses parce que il allait au cinéma, je me souviens qu'il m'avait parlé d'un film dont Narnia,
qui lui avait beaucoup plu parce qu'il y a une scène qui est exactement similaire à celle de Sept cavaliers, où les sept cavaliers, tout à la fin, traversent un pont brumeux, etc., et puis se retrouvent tout à coup dans le métro. Et donc, beaucoup de ses lecteurs avaient été complètement déconcertés par cette scène où on a des cavaliers pendant les 90% du roman, et puis tout à coup, on se retrouve dans le métro parisien à l'heure de pointe, et on se demande ce qu'on fait là. Et il m'avait dit, mais je suis allé au cinéma, j'ai vu Les Royaumes de Narnia, et dedans, il y a exactement cette scène-là. Ça l'avait inspiré. Je ne sais pas si ça l'avait inspiré ou s'il y avait eu un recoupement tout à fait fortuit, Étonnant, oui. mais on retrouvait la même scène. Voilà. Pour continuer la présentation aux éditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes aussi un spécialiste de Richard Wagner. Vous êtes intervenu régulièrement d'ailleurs à Bayreuth à l'occasion du festival sur des conférences consacrées aux œuvres de Wagner. Et puis vous avez d'ailleurs publié un essai consacré à la musique française d'inspiration wagnérienne. Tout à fait. Alors c'est un titre en allemand, Kinder macht Neues. Tout à fait. C'est écrit en allemand? Non, c'est écrit en allemand. Vous êtes donc un germaniste aussi, alors très distingué. Mais en fait, c'est une citation de Richard Wagner lui-même, qui, lorsqu'il avait affaire à des compositeurs qui venaient le voir, disait, mais les enfants, faites du nouveau, faites du neuf, n'essayez pas de m'imiter, faites les choses à votre manière. Donc il incitait les compositeurs à composer leurs propres œuvres, peut-être en s'inspirant de ce qu'il faisait lui, mais voilà, faire du neuf. Et donc le titre renvoie à cette idée-là, et dans cette contribution que j'ai écrite sur les musiciens français d'inspiration wagnérienne, il y en a énormément, notamment Albéric Magnard, grand symphoniste français, un petit peu oublié, et d'autres, énormément d'Indy et beaucoup d'autres compositeurs qui ont été fortement marqués par Wagner, y compris Chabrier, dont on connaît les œuvres les plus connues, alors que Briseis, par exemple, un de ses opéras, Briseis, qui est vraiment d'inspiration wagnérienne, est beaucoup moins connu. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait de parler un petit peu de tous ces compositeurs un petit peu oubliés aujourd'hui et qui ont été extrêmement marqués par l'œuvre wagnérienne. Et puis vous avez aussi écrit un essai sur l'univers romanesque de Jean Raspail, ça nous ramène à votre livre. Cet essai est intitulé Les Rendez-vous de Séfaré, qui a été publié en 2021, tout récemment, à la Nouvelle Librairie. Vous avez aussi conçu le site internet consacré à Jean Raspail. Et puis pour terminer, je dirais que de multiples activités, votre activité professionnelle, vous êtes professeur. Tout à fait. Alors professeur de français. De français, c'est assez logique. À Orléans. D'accord. Philippe Hemsen, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, qui est ce livre que vous avez composé, que vous commentez, que vous préfacez sur l'œuvre de Jean Raspail, Petits éloges de l'ailleurs, qui est publié aux éditions Albin Michel. Je voudrais commencer par le début, si vous le voulez bien, et puis nous allons bien sûr parcourir ce livre en votre compagnie. D'où vient votre intérêt, c'est même plus qu'un intérêt, je pense, pour Jean Raspail? Comment avez-vous été amené à le rencontrer, puisque vous l'avez rencontré, et puis à vous intéresser donc à sa vie et à son œuvre? Je me souviens très bien de notre première rencontre, puisqu'elle s'est produite le 21 janvier 1993, place de la Concorde. Donc, j'avais assisté le matin à la cérémonie, qui était absolument extraordinaire. Et je suis revenu le soir, il devait être 17h. Et toutes les fleurs, il y avait un monceau de fleurs qui avaient été apportées durant toute la journée et qui avaient été déposées là où avait été élevée la guillotine. Et il y avait un homme quasiment seul au milieu de la place de la Concorde. Et je l'ai évidemment tout de suite reconnu. Enfin, il avait une silhouette tellement reconnaissable. Donc je me suis approché, je me suis présenté, on s'est mis à parler un petit peu, et c'est ainsi qu'on a fait connaissance. Et on est resté très amis jusqu'à la fin de sa vie, à partir de ce moment-là. Voilà.
Comment avez-vous composé ce livre? C'est un livre qui est très complet. Vous abordez tous les aspects de l'œuvre de Jean Raspail. D'abord, il y a une présentation de son œuvre littéraire, et puis et vous commencez par un entretien qui est particulièrement intéressant parce que Jean Raspail, dans cet entretien, justement, raconte sa vie, sa Oui, famille, son tout à fait. parcours, et puis après, vous proposez au lecteur tout un ensemble, une sélection d'œuvres, à la fois des récits de voyage, mais aussi des réflexions, des critiques, des extraits. Comment avez-vous fait le choix de ces textes dans cette œuvre? Eh bien, au départ, ma première idée dont j'avais parlé à Jean Raspail, c'était de composer un tome 2 d'un recueil de chroniques qu'il avait publié à la fin des années 70, qui s'intitulait Boulevard Raspail, puisque dans les années 60-70, Raspail a écrit énormément de chroniques assez polémiques. Et donc, il les a toutes réunies dans ce volume, qu'il a publié de manière assez confidentielle. Et donc, mon idée, c'était enfin de composer, pas d'écrire, un tome 2 à Boulevard Raspail. Mais lorsque j'ai commencé à consulter ses archives, comme m'a laissé consulter sa veuve, Aliette Raspail, qui nous a quittés cette année, malheureusement, juste au moment où le livre a été publié, du reste, elle a lu, elle a pu avoir entre les mains les épreuves, et elle est morte quelques semaines plus tard. Donc, elle m'a ouvert grand ses archives, et en consultant ces archives, je me suis rendu compte qu'à partir des années 80, Raspail n'écrivait plus comme auparavant. Donc, plus de chroniques polémiques, mais plutôt des reportages, des articles plus généraux, des textes plus généraux, plus, disons, au sujet plus vaste. Et cela a recoupé la création du Figaro Magazine par Louis Pauwels, et qui a offert à Raspail un format qui n'existait pas jusque-là. Donc, qui lui a permis d'écrire des articles d'une certaine ampleur et agrémentés de photos. Et ça, c'était quelque chose qui lui plaisait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était déjà plus tout jeune. Donc, les voyages au long cours, aventureux, c'était terminé. Or, le Figaro Magazine lui offrait la possibilité de voyager pas extrêmement loin, comme aux îles Féroé ou au Danemark ou en Allemagne. Donc de voyager de manière plus proche, plus confortable que ces voyages de baroudeur, et de faire de vrais reportages intéressants. Et donc je me suis rendu compte que, évidemment, on ne pouvait pas du tout publier un Boulevard Raspail numéro 2, que ça n'avait aucun sens. Mais que, en consultant tous les articles qu'il avait publiés, je me suis rendu compte que finalement, ça couvrait l'ensemble de son œuvre. Les voyages, la monarchie, les personnages historiques décalés, extraordinaires, au destin tout à fait particulier, puisqu'il y a toute une partie sur l'histoire, une partie évidemment sur ses amis écrivains, les proches amis, etc. Donc j'ai essayé, en fait, à travers ce livre et à travers les différentes parties qu'il compose, d'apporter à la fois une conclusion à l'œuvre de Raspail, mais aussi une sorte de grand tour d'horizon, en quelque sorte, de tous ces thèmes, en me disant que si un lecteur d'aujourd'hui n'avait jamais lu Raspail, ça pouvait être, d'une certaine manière aussi, une façon d'entrer dans son œuvre, puisqu'on retrouve quasiment tous les thèmes depuis le camp des saints jusqu'à la miséricorde, puisque je termine le livre sur le rapport très particulier de Raspail à la religion. Ce projet, ce recueil, donc a été initié du temps de Jean Raspail. Jean Raspail Non, est... non, il était déjà mort. Il était déjà Ah, mort à ce moment-là. d'accord. Il était Vous déjà n'aviez pas mort. discuté avec lui de ce Euh, projet? Si, vous en avez discuté. C'est Nous ce en que je avions comprends de discuté, cette discussion. voilà, nous en avions discuté, je lui avais suggéré ce projet, il avait tourné autour, mais je pense que ça n'intéressait pas trop de relire, de reprendre des textes anciens. Voilà, ça l'intéressait davantage j'allais dire, de gérer son œuvre littéraire
et les dernières œuvres littéraires qu'il a publiées, mais pas de reprendre comme ça les textes qu'il avait déjà publiés. C'était pas un travail qui l'intéressait, je pense. Donc je l'ai entrepris après sa mort. C'est un petit peu comme vous parliez d'entretien, dans Ura Raspail, donc le recueil qui a été publié par la Nouvelle Librairie. Je publie également dans ce recueil un long entretien très autobiographique que Jean Raspail m'avait accordé il y a pas mal d'années de cela, et qu'il n'avait pas voulu voir publier de son vivant. Donc, j'ai respecté sa volonté. C'est l'entretien que vous présentez au début, qui est un entretien... Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, parce que j'avais déjà publié cet entretien autobiographique dans Ura Raspail de la Nouvelle Librairie, et donc je me suis dit que je n'allais pas le reprendre dans ce volume-là. J'ai préféré prendre un autre entretien. C'est une bonne occasion pour que les auditeurs achètent le livre précédent. Voilà, Ura Raspail, nouvelle édition... La maison d'édition, c'est la Nouvelle Librairie. Nouvelle Librairie, pardon. La Nouvelle Librairie Ura Raspail, avec un ensemble de textes très très complets, très divers. Et Philippe Empson, ceci étant dit, le mystère n'est pas totalement éclairci sur l'intérêt que vous montrez, les raisons de l'intérêt que vous montrez à l'œuvre de Jean Raspail. Vous nous dites, voilà, je l'ai rencontré le 21 janvier 1993, 13 place de la Concorde, mais vous ne nous dites pas si vous aviez déjà lu Raspail, si c'est ça. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui vous a plu à ce point dans l'œuvre de Raspail pour que vous investissiez tant de temps dans sa mémoire? Écoutez, je vais reprendre la présentation que vous avez faite en évoquant les conférences que j'ai présentées à Bayreuth durant pas mal d'années, dans les années 80. C'était une époque où, à Bayreuth, on pouvait encore assister aux œuvres de Richard Wagner dans des mises en scène tout à fait acceptables. Depuis lors, c'est absolument impossible. On transforme l'œuvre de Wagner en une sorte de mélodrame contemporain qui se passe au Parlement européen ou qui se passe dans une station-service, l'Or du Rhin de Richard Wagner, dans une station-service, ou bien dans un puits de pétrole pour les Valkyries. Ça, c'est Bayreuth d'aujourd'hui. Alors pourquoi j'évoque cela ? Ces mises en scène modernes qui sont faites notamment de Richard Wagner, parce que lorsque je vais à l'opéra ou lorsque je vais au théâtre, j'ai envie d'être transporté ailleurs. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans les œuvres de Raspail, c'est qu'elles m'ont transporté ailleurs. Le jeu du roi, les royaumes de Borée dont je parlais tout à l'heure, tous ces grands romans, tous ces voyages me transportaient ailleurs. Et c'est du reste pourquoi j'ai commencé le volume Petit éloge de l'ailleurs, non pas par ma préface, mais par un texte de Jean Raspail qui est un éloge de l'ailleurs. Et je pense très profondément que l'art, une des fonctions essentielles de l'art, c'est de nous transporter ailleurs, de nous amener à nous oublier nous-mêmes d'une certaine manière, pour mieux nous retrouver finalement, peut-être à la fin. Mais justement, cette distance que la création, l'art, met entre nous et nous-mêmes est absolument essentielle dans l'art. Puisque vous faites référence à ce texte de Jean Raspail, en guise de préambule, le premier texte de ce livre, Petits éloges de l'ailleurs, que vous publiez, Philippe Empson, chez Albin Michel. Permettez-moi d'en lire quelques lignes, si vous l'acceptez. C'est Raspail qui parle, c'est Jean Raspail qui écrit. Voici ce qu'il écrit. Dès ma plus tendre enfance, on m'a servi ce mot-là. Mes sœurs, d'abord quand j'avais 5 ans, elles étaient beaucoup plus âgées que moi, je les aimais bien, mais c'était des pestes. Elles voulaient toujours se débarrasser de moi, surtout l'aînée qui me disait « Va voir ailleurs si j'y suis ». Et ma mère, en parlant de moi, « C'est un gentil petit garçon, Jean, mais il a la tête ailleurs. Mon père aussi, affectueusement. C'est vrai que tu as la tête ailleurs, disait-il, comme si tu courais après. » Un peu plus tard, sur mon bulletin de fin d'année, le directeur du collège écrivit « Jean pourrait devenir un bon élève s'il n'était pas sans cesse ailleurs. » Et il n'avait pas tellement tort, le pli était pris. J'étais ailleurs. Ailleurs, c'est un pays lointain, souvent rêvé, un peu flou,
un peu mystérieux, un pays pour l'âme, pour le cœur, une sorte de seconde patrie, peut-être imaginaire, peut-être vraie, un territoire vierge, un royaume perdu où l'on se retrouve soi-même, une frontière au-delà de laquelle, plus loin encore, on découvre une autre frontière, et ainsi de suite, sans fin. Car derrière ailleurs, c'est encore ailleurs, et ailleurs, c'est aussi l'espérance. C'est magnifique, quel C'est style! absolument magnifique. C'est Mais, absolument magnifique. Philippe Emerson, ce que vous nous expliquez, ce qui vous attire dans l'œuvre de Jean Raspail, c'est avant tout ses romans, alors, plus que ses récits historiques. Parce que ces romans font, en effet, ils nous transportent, ils nous font rêver, ils nous emmènent en effet ailleurs, mais ces récits de voyage sont plus concrets, on est dans l'instant, dans l'immédiat, même s'ils sont passionnants et très intéressants. Est-ce ces romans qui vous ont le plus, qui vous frappent le plus, que vous préférez dans son œuvre? Oui, je pense que vous m'interpelliez au début de cet entretien à propos de Stephen King, mais je pense que c'est pas un hasard si j'ai découvert Jean Raspail à travers Le Jeu du Roi, qui est un merveilleux roman sur l'enfance et sur la capacité de l'enfant à rêver et à rêver avec un homme adulte qui, lui, n'a pas tué l'enfant au fond de lui-même et est toujours là. Et il y a un auteur que je n'ai pas cité, ça m'est sorti de l'esprit, et qui est très très proche de Raspail par bien des aspects, c'est Dino Buzzati, qui lui aussi écrit sur l'enfance, sur le rêve, sur le fait de conserver ses rêves dans l'âge adulte. Et le Jeu du Roi, pour moi, est un merveilleux roman, une merveilleuse introduction à l'univers de Raspail, puisque cet enfant s'en va vers la Patagonie, qui est une sorte de fantasme d'une certaine manière, mais qui remonte très très loin, puisque finalement, je me suis toujours demandé si cette Patagonie rêvée de Jean Raspail, elle n'était pas née à l'époque où il a fait son tout premier voyage au Québec. Euh, Tout jeune, il était parti avec 3 de ses camarades scouts en barque, est parti en partant de Trois-Rivières au Québec jusque l'embouchure du Mississippi. Vraiment une sorte d'épopée extraordinaire en 1950, 1949-1950. On n'imagine même pas les difficultés et l'extraordinaire aventure que ça a pu être. Mais durant cette aventure, au cours de laquelle il n'a pas du tout écrit, il a vécu un épisode auquel il fait allusion dans plusieurs de ses ouvrages. Il se retrouve un jour avec ses camarades sur une île où il y a les restes d'un village algonquin, indien. Et donc il s'installe un petit peu là. Le village est apparemment abandonné, mais peut-être pas. Et l'un de ses camarades lui dit, oui, peut-être que les Indiens sont là, cachés dans la forêt, en train de nous observer. Et Jean Raspail dit, mais c'était sa façon de jouer à lui, c'était pas la mienne. Et je dirais presque que c'est la façon de jouer de Stephen King. C'est-à-dire les scouts, on se réunit le soir autour du feu et on se raconte des histoires qui font peur. Et Raspail, non, dit, c'est pas ma façon de jouer à moi. Sa façon de jouer à lui est d'abord individuelle. Donc il s'en va tout seul. Il laisse ses camarades derrière lui et s'en va tout seul sur un petit chemin dans la forêt. À la rencontre des Indiens. Il avance, voilà, à la rencontre des Indiens. Ouais, la recherche des il Indiens. écoute, ne voit rien. Et un moment s'arrête en disant, je ne veux pas vérifier finalement. Je préfère laisser mon esprit aller vers l'avant. Peut-être sont-ils là, peut-être ne sont-ils pas là, mais je ne veux pas aller plus loin. Et cet épisode est tellement important pour lui, qu'en revenant vers le camp de base où ses camarades l'attendaient, il a trouvé une vieille affiche annonçant que c'était le début d'une réserve indienne, une affiche qui datait de 1903. Il l'a défaite du cadre dans lequel elle était et qui était déjà en très mauvais état. Il l'a pliée, il l'a ramenée avec lui en France, et durant toute sa vie d'écrivain, cette affiche a été encadrée derrière son bureau. Et elle est restée encadrée jusqu'à la fin. Vous l'avez vu naturellement. Elle était derrière son bureau, bien sûr. Et là aussi, dans Hurrah Raspail, le livre publié à la Nouvelle Librairie, il y a une photo de lui. J'ai insisté pour qu'elle soit publiée, où on le voit assis à son bureau avec cette affiche qui est encadrée derrière son bureau.
Vous faisiez le parallèle entre Jean Raspail et Dino Buzzati. Oui. J'imagine que vous pensiez au désert des Tartares. Il y a le désert des Tartares notamment, mais il y a beaucoup de nouvelles, d'autres nouvelles de Dino Buzzati, dans lesquelles on retrouve cette même euh, attente de quelque chose qui est au-delà de l'horizon, d'une certaine manière. Mais dit de ce désert des Tartares où ce lieutenant attend toute Tout sa à vie, fait, oui, oui. l'arrivée de l'ennemi, l'arrivée des Tartares au bout de ce désert que le fort domine. Il quitte le fort et les Tartares arrivent. Oui, À et ce d'une moment-là, certaine... c'est une vie un peu ratée, non? Vous ne trouvez pas? Ah, je ne pense pas, C'est parce une question, que hein. non, je ne pense pas que ce soit une vie Question ratée. un peu C'est provocante. une vie. Que- Dominique Van Eyre en parle très bien dans ses carnets, en disant que pour lui non plus, ça pourrait sembler être une vie ratée, mais non. De même que Raspail, d'une certaine manière, quand on lit ses récits de voyage, il pourchasse d'une certaine manière des peuples disparus en arrivant, j'allais dire, 3 semaines après que la dernière représentante du peuple en question ait encore vécu. Euh, donc, c'est aussi d'une certaine manière, il va de déception en déception, puisqu'il n'arrive jamais finalement à croiser la route du dernier représentant du peuple qu'il veut retrouver. C'est... Oui, il y a au fond une forme de déception, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de quasiment métaphysique dans cette quête. C'est-à-dire que Raspail n'est pas un homme, sauf dans son étrange dernier roman publié, La Miséricorde, n'est pas un homme qui cherche, j'allais dire, Dieu de manière très générale, ne cherche pas Dieu en regardant vers le haut, vers le ciel, mais vers l'horizon et au-delà de l'horizon. Donc c'est un voyageur qui cherche au-delà de l'horizon une présence autre. Il s'en est expliqué avec vous de cette recherche particulièrement, ou c'est quelque chose que vous déduisez de la lecture de ses œuvres? Euh, il, euh, il m'en a pas un petit peu parlé, et puis surtout dans ses archives, je suis tombé sur un article dont je parle au début de la dernière partie du livre Petits éloges de l'ailleurs. Et c'est un article en face duquel il a noté si quelqu'un veut me comprendre, il faut lire les 2 derniers paragraphes de cet article. Et c'est un article, justement, je ne sais plus dans quelle revue ça a été publié, mais c'est un article qui porte justement sur le rapport euh, très, é- très équivoque de Raspail à la religion et à Dieu. Mais il en parle très très bien. Et d'une certaine manière, il cherchait davantage le sacré que Dieu à travers ses romans. Le sacré était quelque chose qui était extrêmement important dans son œuvre. Et du reste, même dans son rapport à la monarchie, c'est le sacré qui domine. Pour Raspail, le fait de couper la tête de Louis XVI, c'était se couper du sacré. À partir de l'instant où on avait guillotiné le roi, le pouvoir politique avait perdu cette part de sacré qui lui donnait sa pleine légitimité. Et cette idée de sacré, cette euh, conception du sacré, euh, traverse toute son œuvre. Philippe Empson, dans ce livre Petits éloges de l'ailleurs que vous publiez aux éditions Albin Michel, un recueil de chroniques, d'articles, d'entretiens de Jean Raspail que vous préfacez, que vous commentez, c'est vous qui en avez choisi les textes. Les deux premières parties, en dehors bien sûr de ce préambule, où vous citez un texte de Raspail qu'il a publié d'ailleurs en 2009, il y a tout d'abord la préface où vous faites en quelque sorte la chronologie de son œuvre littéraire. Oui. Et cette préface est suivie par la publication donc, d'un entretien. Un entretien qui est particulièrement intéressant parce que c'est intitulé d'ailleurs Entretien toute une vie. Jean Raspail raconte sa vie. Par quoi Oui. souhaitez-vous commencer? Est-ce que vous voulez dérouler en quelque sorte, tel que vous faites dans cette préface, l'œuvre littéraire de Jean Raspail, ou commençons-nous par ce qu'il décrit dans l'entretien, sa vie en quelque sorte. Et puis après, nous rentrons dans son œuvre littéraire.
Peut-être commencer par sa vie, qu'en pensez-vous, Philippe Oui, Elson? tout à fait. Jean Raspail est un jeune homme de bonne famille, on va dire, puisque son père est un grand industriel. Mais Il, bien que Saint-Cyrien. Tout à fait. Industriel, bien que Saint-Cyrien. Il a travaillé dans alors le contre-espionnage. Je sais qu'il a participé notamment, donc Octave Raspail a participé aux négociations de paix qui avaient été initiées par Charles Ier d'Autriche. Donc il avait participé à ce moment-là à ces négociations. Et Jean Raspail est né à Sarrebruck, n'est pas né à Sarrebruck, mais il aurait pu naître à Sarrebruck, puisque lorsqu'il est né, son père travaillait à Sarrebruck, occupait la Sarre après la Première Guerre mondiale. Mais étant donné la situation probablement des hôpitaux en Allemagne à ce moment-là, Madame Raspail est rentrée chez sa mère, qui habitait à Chemillé, et donc, c'est la raison pour laquelle il est né dans ce petit village, euh, pour ensuite repartir à Sarrebruck, puisque toute son enfance, il l'a passé, enfin une bonne partie de son enfance, il l'a passé à Sarrebruck. Et il décrit très bien, en disant qu'il a eu une enfance qui lui donne de mauvaises habitudes, puisque quand il était petit, il allait faire du vélo dans le parc voisin, et derrière lui, il y avait la voiture paternelle avec le chauffeur qui suivait, et le petit garçon qui faisait du vélo, du tricycle, devant la grosse voiture euh, conduite par le chauffeur, le surveillant, faisant du vélo dans les parcs de Sarrebruck. Donc voilà, ça c'est le Jean Raspail enfant, qui est comme tous les enfants, et qui, lorsqu'il va grandir, va tout de même devenir une forte tête. Parce qu'il va en faire voir de toutes les couleurs à ses parents, notamment à son pauvre père, qui vraiment va désespérer à certains moments, puisque il va avoir une scolarité extrêmement chaotique, jusqu'au moment où il va se retrouver à l'école des Roches, qui va lui donner l'occasion de s'en sortir un petit peu. Donc voilà, et des études extrêmement chaotiques, et puis aucune ambition professionnelle particulière, et donc comme très souvent, quand on ne sait pas vers quoi on veut s'acheminer, on rêve d'être écrivain. Et c'est ce qui s'est produit. Et il a voulu devenir écrivain. Donc il a écrit un premier roman. Ah, ça, nous sommes Euh, en quelle année, là, à peu près? Là, on est avant-guerre, ou tout de suite, oui, oui, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, tout jeune, il a, je ne sais pas moi, 18 ans ou 17 ans, se lance dans la rédaction d'un roman. Son père lui paie même une secrétaire pour dactylographier le roman, lequel roman est présenté à François Poncet, le diplomate et homme de lettres et membre de l'Académie française, que Octave Raspail connaît. Et François Poncet rend le manuscrit ou le tapuscrit à Octave Raspail en lui conseillant de dire à son fils qu'il ne sera jamais écrivain. C'est un visionnaire. Euh, et donc, oui, mais cette déception a profondément marqué Raspail, qui, à partir de ce moment-là, a tiré un trait sur l'écriture. Donc, a refusé d'écrire. Vraiment, refusé d'écrire. Et donc, premier voyage, là, on en arrive dans les années 49-50, premier grand voyage sur les chemins d'eau du roi, donc à quatre copains qui s'en vont, quatre scouts qui s'en vont en canot sur plusieurs milliers de kilomètres depuis Trois-Rivières jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et Raspail n'écrit pas. N'écrit pas, il laisse à son camarade Philippe Andrieux le soin d'écrire le récit de cette première grande aventure. Et c'est tout de même extraordinaire, puisque des années et des années plus tard, Raspail conclura son œuvre par le récit de ce voyage euh, sur les chemins d'eau du roi, puisque c'est son dernier livre publié, dernier récit de voyage publié. Mais à l'époque, en 49-50, il n'écrit pas, il refuse d'écrire, probablement en faisant sa tête de mule, parce que voilà, on n'a pas voulu qu'il écrive, donc il n'écrit pas.
Donc voilà pour la première expédition. Deuxième expédition, Terre de Feu, Alaska. Là, on est en 50-51. Et Terre de Feu, Alaska, cette fois-ci, il se laisse tenter par la coécriture avec Philippe Andrieux et donc accepte de l'aider à rédiger le compte-rendu de voyage de ce grand périple Terre de Feu, Alaska. Et c'est le première tentative de retour vers l'écriture qui se confirmera avec le troisième voyage, donc dans les années 50, dans le pays Inca, où il va publier cette fois-ci seul un récit de voyage au pays des Incas, donc qui est son premier, on peut dire son premier volume signé Jean Raspail et uniquement Jean Raspail. Donc voilà, il va continuer jusqu'au premier roman qu'il écrira après son voyage, enfin et pendant son voyage au Japon. Donc grand voyage au Japon durant une année, où cette fois-ci il va renoncer au récit de voyage pour écrire un roman, Le Vent des Pins, qui est un roman plein d'humour, assez agréable à lire, qui se laisse encore lire aujourd'hui de manière très agréable, qui est très, très caustique aussi, et qui présente un Japon, évidemment, qui est le Japon de l'immédiate après-guerre, qui est un Japon très particulier, et où Jean Raspail s'est senti un peu perdu d'une certaine manière. Donc première tentative de roman, et puis plus rien de nouveau. Plus rien de nouveau avec une longue attente, puis un deuxième roman avec Les Veuves de Santiago. Dans cet entretien entre Pauline Lecomte et Jean Raspail, que vous présentez au début de ce livre, de ce recueil, Petits éloges de l'ailleurs, et que vous publiez, Philippe Empson, chez Albin Michel, donc un recueil de textes de Jean Raspail, on a l'impression que ce voyage au Japon est décisif dans la suite de sa carrière littéraire, que c'est une sorte de pas qui est franchi. Pour quelle raison il part un an au Japon? Parce que c'était un pays qui le fascinait. Avec le Japon est un pays qui, surtout en 1950, était totalement autre en regard de l'Occident, avec des façons de vivre, de réagir qui étaient très très différentes. Un tourisme très très rare. Donc c'était un pays qui avait conservé une certaine authenticité. Et puis, il s'intéressait également à l'époque aux toutes premières peuplades du Japon, qu'il est allé essayer de trouver, de retrouver, dont il a essayé de retrouver certains membres dans le Japon. Donc il y avait énormément de choses à faire. Et puis ça le perturbait parce qu'il ne comprenait tout simplement pas la mentalité japonaise. Donc il a essayé et c'était un véritable défi pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il a essayé de rendre compte de ce voyage à travers un roman et non pas un récit, parce qu'il disait, mais si j'écrivais un récit sur ce récit au Japon, ça ne donnerait rien de cohérent, parce que j'ai pas réussi à comprendre finalement la mentalité japonaise. Donc le titre de ce roman qu'il publie, vous Le Vent pouvez... des Pins, qui a été republié dans les années 70 sous le titre Bienvenue, honorable visiteur, qui était en fait le titre, la traduction du titre de la traduction en anglais. C'est-à-dire que le roman a été publié après sa première édition en français, a été publié aux États-Unis sous le titre en anglais Bienvenue, honorable visiteur. Et donc là, en France, il a été republié ensuite dans les années 70 sous ce titre-là. À ce moment-là, de quoi vit-il? Il vit d'abord de ses conférences, puisque après son tout premier périple, il est rentré à Connaissance du Monde, donc qui était une organisation très très bien faite et qui lui permettait à la fois de faire des conférences rémunérées et de vendre les récits de voyage qu'il écrivait seul ou avec Philippe Andrieux pour le premier, c'est-à-dire pour Terre de Feu, Alaska. Donc il vivait principalement de ces conférences, de ces tournées de conférences qui avaient énormément de succès. On a du mal aujourd'hui à imaginer le succès que pouvait avoir Connaissance du Monde dans les villes de province où les conférenciers venaient et dédicaçaient leurs ouvrages à l'issue de la projection d'un film commenté en direct par le conférencier. Donc c'était d'autant plus intéressant.
Donc oui, il a vécu principalement de cela. Et évidemment de son activité journalistique aussi, Il puisqu'il publiait dans écrivait. quelle revue? Il C'était ses publiait récits de voyage? principalement dans le Figaro, parce Déjà que, dans le Figaro. oui, oui, il publiait puisque son père avait ses entrées, Hmm. Octave Raspail avait ses entrées au Figaro. Alors là, c'était des articles qui étaient consacrés à ses voyages, Alors, avant c'était tout. des articles consacrés à ses voyages, mais c'était déjà aussi des articles assez polémiques sur le plan politique Dans et cette, assez engagés, dans quelquefois. cette, oui, engagé à droite, Oui, j'imagine. oui, oui, bien sûr, C'est, notamment c'est- lorsqu'il a rendu compte de son voyage au Congo belge au moment de l'indépendance, c'était assez engagé, oui, tout Déjà à à cette fait. époque, Oui, il y oui, avait tout cette à fait. image Alors d'homme de oui, droite. C'est la question d'un oui, auditeur d'ailleurs, hein, qui vous pose cette question. Jean Raspail a écrit Le Camp des Saints. Ce livre est-il mieux considéré de nos jours par les Français? Il y a des années de cela, Jean Raspail passait pour quelqu'un d'extrême droite, de raciste. Il était assez mal vu de nos jours. Est-ce que son image, en quelque sorte, a changé? Est-ce qu'il est mieux considéré? D'ailleurs, notre auditeur poursuit en parlant de la nouvelle librairie euh, qui est l'objet malheureusement d'attaques régulières. oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, Notre auditeur nous demande si tout ça à fait. continue, Oui, si oui, tout à fait. Malheureusement, 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 oui, oui, oui. ça. Alors que la Nouvelle Librairie publie des livres tout à fait extraordinaires, notamment en ce moment, on publie tome après tome les carnets de Dominique Van Eyre, qui sont particulièrement riches et intéressants, vraiment très très intéressants. Et puis également Renaud Camus et d'autres auteurs qui, sans la Nouvelle Librairie, ne seraient pas publiés. Et Donc, l'image de Jean Raspail s'est-elle modifiée après, alors, avec le temps? ça a été un problème pour Jean Raspail parce que, surtout à partir du Camp des Saints, donc il a écrit le Camp des Saints vraiment d'une manière, je dirais, spontanée, et j'y reviendrai un petit peu parce que je Hmm. pense qu'il y a un malentendu concernant le Camp des Saints. Mais quoi qu'il en soit, le Camp des Saints publié est apparu pour ce qu'il est, donc un pamphlet assez vif et qui secoue lorsqu'on le lit tout de même. C'est un roman et le style même de Jean Raspail dans Le Camp des Saints n'est pas le style du tout de ses autres romans. C'est un style extrêmement brutal à certains moments. Donc c'est un roman qui, euh, qui est très particulier et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parmi les lecteurs de Jean Raspail beaucoup de lecteurs qui aiment énormément les œuvres de Jean Raspail, sauf Le Camp des Saints, ou inversement, des lecteurs qui portent au nu Le Camp des Saints et qui regardent le reste de son œuvre un petit peu avec dédain. C'est très très curieux. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est pas le meilleur roman de Jean Raspail. Le Camp des Saints. Non, littérairement parlant, c'est un roman extrêmement fort. Alors, qui a pris évidemment un sens d'autant plus vif avec l'actualité, ça c'est évident, mais en réalité, qui est un roman qui est une métaphore, et qui porte sur la disparition des peuples dont vous parliez au début. Sauf que la La disparition du nôtre. peuple en question n'est pas celle des Indiens d'Amérique, etc., mais la nôtre. Ouais. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui est arrivé à Jean Raspail. Jean Raspail a voyagé, est parti loin de la France, et lorsqu'il revenait en France, il était de plus en plus désespéré de voir l'état de la France. Et à un certain moment, il s'est demandé d'une certaine manière, mais et si ce qui est arrivé aux Alakalef dans le sud, l'extrême sud de l'Amérique du Sud, nous arrivait à nous? C'est-à-dire si nous disparaissions. Et de toute façon, lorsqu'on dit que Le Camp des Saints est un roman raciste, c'est d'autant plus absurde qu'il parle finalement très peu des envahisseurs, mais surtout des envahis et de leur lâcheté. C'est-à-dire que c'est nous qui nous en prenons plein la figure dans Le Camp des Saints. Les prêtres, les hommes politiques, les intellectuels, les journalistes, les écrivains, ce sont nous, Français, qui nous en prenons plein la figure dans Le Camp des Saints. Ceux qui envahissent la France sont beaucoup plus une métaphore, un symbole, plus qu'autre chose. De toute façon, c'est des envahisseurs du tiers-monde. À l'époque, c'était le tiers-monde. Il n'est pas question d'islam ni d'islamisme dans Le Camp des Saints. C'était un roman où, voilà, Raspail a voulu analyser d'une certaine manière la disparition de la France et des Français. Voilà ce qui arrivait et notre propre lâcheté devant cette disparition. Parce que nous ne songeons plus à rien sauver d'une certaine manière. Donc voilà. Mais d'un autre côté, ça a valu à Raspail immédiatement d'être classé comme un écrivain d'extrême droite. Et
pour aller pour répondre à votre question, il a joué là-dessus. C'est-à-dire que dans un premier temps, étant donné que Le Camp des Saints est un roman engagé, d'une certaine manière, ça l'a poussé lui-même à s'engager. Et très vite, il s'est engagé dans un parti qui s'était créé à ce moment-là, qui s'appelait le Parti des Forces Nouvelles, le PFN. Et donc, il s'est engagé dans ce parti de manière assez importante, et en faisant des discours, en écrivant dans la revue du parti politique en question. Donc vraiment, il est allé très très loin, jusqu'au moment où il s'est rendu compte, surtout après la publication du Jeu du Roi, que cet engagement nuisait à sa carrière littéraire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas parler de lui. Évidemment, il était totalement exclu de lui donner un quelconque prix littéraire, puisqu'il était réputé d'extrême droite par le Camp des Saints, mais aussi par son activité politique. Et donc, à un certain moment, il a pris du recul par rapport à ça, d'autant plus que Jacques Perret, lui, en quelque sorte, lui a montré une image de ce que pouvait donner un écrivain très engagé. Jacques Perret est un extraordinaire écrivain, mais qui, encore à l'époque où il vivait, était très peu lu. On ne parlait jamais de lui, évidemment, dans les médias. Et après sa mort, il est devenu quasiment inexistant en tant qu'auteur. Et c'était quelque chose qui faisait très peur à Jean Raspail. Et donc, il a pris du recul par rapport au PFN, par rapport à son engagement politique. Il a pris un certain recul et il le dit. Il a écrit une lettre au responsable du PFN de l'époque en lui disant, écoutez, si je continue cette activité politique, alors ma carrière littéraire est ruinée. Or, il y avait ce sentiment qu'il avait une œuvre à porter, une œuvre à écrire, la première chose. Et puis la deuxième chose, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait aussi une question tout à fait financière. C'est-à-dire qu'il voulait vivre de son œuvre et que si ses livres ne se vendaient pas, eh bien, il ne pouvait pas en vivre. Donc c'était aussi une question pour lui, une question cruciale. Mais le fait qu'il ait limité ses engagements politiques, en quelque sorte, en quittant le PFN, cela a-t-il vraiment changé quelque chose au regard que l'on portait sur lui? Parce que ce n'est pas pour autant qu'il ait eu plus de prix littéraires, ce n'est pas pour Ah, autant qu'il ait... il a tout de même eu le prix de l'Académie Oui, il a eu le prix de française, l'Académie il française, a en eu le effet. prix Prince Régnier de Monaco, Oui. il a tout de même eu, Ça a oui, quand oui, même permis, ce qui n'aurait pas été possible s'il était tout à resté fait, effectivement engagé. tout à fait, Donc tout ça à fait. n'était pas du tout inutile, quoi, cette Non, non, je réflexion et pense ce qu'il changement. a, Hmm. il s'est rendu compte qu'il avait une œuvre littéraire à mener et que s'il conservait un engagement politique trop marqué, eh bien, cette œuvre littéraire n'aurait aucune chance de voir le jour. Alors, puisque nous évoquons ce sujet, puis nous allons revenir bien sûr à l'entretien et naturellement à son œuvre, mais puisque nous sommes dedans, le Camp des Saints, son engagement politique, PFN, et qu'il a quitté par la suite pour vraiment s'en consacrer à son œuvre littéraire, cela lui a-t-il coûté, par exemple, l'Académie française? C'est un sujet, souvent on a dit, Jean Raspail devrait rentrer à l'Académie française, qui est un sujet qu'il a évoqué avec vous. Pensez-vous que c'était quelque chose de possible et que ça ne s'est pas réalisé justement à cause de ces prises de position? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu une cabale de quelques écrivains à l'Académie française contre lui, alors que, évidemment, Michel Déon et quelques autres le défendaient âprement. Et ça l'a profondément blessé, d'autant plus qu'on a fait courir des bruits totalement absurdes le concernant, notamment sur son engagement durant l'occupation, ce qui était vraiment absurde puisqu'il était tout jeune pendant l'occupation et n'a eu aucun engagement politique de quelque nature que ce soit durant l'occupation. Mais on a fait courir des bruits à ce moment-là assez bas et assez peu reluisants pour essayer de noircir son image. Et certains écrivains de l'Académie française ne se sont pas montrés ni très, ni très sympathiques, ni très honnêtes dans leur démarche. Et ça a été une blessure pour Raspail, parce il s'est tout de même représenté 3 fois. Il y a eu combien de voix? Beaucoup, si je me souviens Oui. bien, mais pas suffisamment pour. Et puis, il y a eu Hmm. des oppositions, de très très nettes oppositions.
Dans cet entretien du début de ce livre, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le titre Petits éloges de l'ailleurs que vous publiez aux éditions Albin Michel, un recueil d'entretiens, de récits de voyage, d'extraits de ces livres aussi que vous commentez, que vous annotez. Philippe Empson, je rappelle aux auditeurs que vous êtes docteur en lettres, que vous êtes professeur de lettres, un spécialiste aussi de Stephen King, et ce qui nous a valu une présentation de Stephen King et le lien qui n'est pas immédiat, il faut le reconnaître, qu'on ne connaît pas bien cet auteur américain. Il y a un lien pourvu entre l'œuvre de Stephen King et celle de Jean Raspail. Oui, il suffit de prendre Septentrion. Septentrion est un roman fantastique au sens propre du terme, qui est très très proche de l'univers de Raspail, de Stephen King, pardon. Alors, quand on vous écoute, Philippe Empson, pour parler de cette œuvre, et puis on va reprendre le fil logique de l'entretien, mais puisqu'on est dedans, allons-y. Vous évoquez donc ces deux romans marquants, vraiment, de l'œuvre de Jean Raspail, Le Camp des Saints et Le Jeu du Roi. Oui. À vous écouter, votre cœur va clairement vers Le Jeu du Roi. Pourquoi estimez-vous que Le Camp des Saints n'est pas le meilleur de ces romans? Je pense que ce n'est pas le meilleur de ces romans. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais je pense que le Jeu du Roi ouvre un monde littéraire. C'est le coup de gong à partir duquel se construit toute l'œuvre littéraire de Raspail. Le Camp des Saints, finalement, c'est une conclusion à ces récits sur la disparition des peuples rares, d'une certaine manière. Voilà. Mais au niveau de la construction, au niveau de la structure du roman, ce n'est pas le grand roman de Jean Raspail. Si vous me demandiez quels sont les grands romans de Jean Raspail, je dirais Le Jeu du Roi, incontestablement, mais également, par exemple, L'Anneau du Pêcheur, qui est un merveilleux roman, Sept Cavaliers, évidemment, qui est un roman très profond, et le sous-estimer, ce que je regrette, alors que c'est vraiment un roman très beau et très profond, qui est Les Royaumes de Borée. Donc son dernier roman, Les Royaumes de Borée, qui a été mis en images et mis en bande dessinée par le très talentueux Jacques Terpan, qui a fait 3 tomes de bande dessinée à partir de ce roman, qui est absolument magnifique et qui apporte une superbe conclusion à tout l'univers romanesque de Jean Raspail. Et donc le Camp des Saints, à cet égard-là, ne rentre pas dans cet univers, je dirais, romanesque de l'écrivain. Il est un petit peu à part, il est à la frontière entre le récit de voyage sur les peuples disparus et puis les romans qui nous transportent ailleurs, justement. Une question qu'on pourrait se poser, puisqu'on parle de l'itinéraire de Jean Raspail, de sa vie, c'est pourquoi Jean Raspail, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ne va pas, par exemple, rechercher l'aventure en Indochine. Oui, alors ça, voilà, si vous voulez, je peux lire la question, parce que c'est intéressant, ça nous permet de bien découvrir sa personnalité, qui il était au fond. Alors voici la question de la journaliste. Immédiatement après la libération, va commencer pour la France une nouvelle guerre en Indochine. Avez-vous eu le désir de vous engager? Jean Raspail. J'aurais pu en effet m'engager comme l'a fait mon frère aîné, mais je n'avais sans doute pas la tripe militaire. Je suis un homme de voyage et d'aventure solitaire. Cela ne m'empêche pas pourtant d'admirer les sacrifices et les engagements des soldats. L'Indochine fut souvent une succession de défaites grandioses. Je mets cette guerre à l'égal des grandes épopées héroïques. L'évacuation de Cao Bang, la RC4, la bataille de Dien Bien Phu, ce sont des tragédies shakespeariennes. Et c'est vraiment ça en plus, c'est magnifique cette réponse. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est très intéressant cet entretien, il nous éclaire bien sur la personnalité de Jean Raspail. Et cela montre, je pense, que Jean Raspail était au fond, fait partie de cette famille d'écrivains, de penseurs, que l'on pourrait qualifier d'anarchistes de droite. Il était certes monarchiste, mais dans son caractère, il était très anarchiste, très tête de mule et n'en faisant qu'à sa façon. Et pas du tout... là encore, pour la 3e fois,
je vais faire allusion à Dominique Van Eyre parce que c'est l'exact contraire. Dominique Van Eyre a trouvé son épanouissement dans l'armée, dans cet univers En Algérie. militaire, en Algérie notamment. Raspail, dès que vous le mettiez dans un groupe, dans une communauté, avait une seule envie, c'était de fuir. Et je pense que c'est du reste une des raisons qui explique sa fascination pour la Patagonie. Parce que si vous regardez la Patagonie, c'est exactement l'opposé, le contraire absolu du camp des Saints. Le camp des Saints, c'est un monde grouillant où vous avez des peuples qui grouillent de partout. Et la Patagonie, c'est l'endroit où vous rencontrez une personne tous les 200 kilomètres. Et c'est cette absence d'autres êtres humains qui favorise d'une certaine manière l'individualisme que Jean Raspail aimait énormément. Pour en revenir à l'Indochine, ce qu'évoque en effet Jean Raspail, ce côté shakespearien, de drame shakespearien des différentes batailles de l'armée française. Il y a, dans votre livre, Philippe Empsen, Petits éloges de l'ailleurs, édition Albin Michel, il y a cet article qu'il a écrit, je crois, dans le Figaro, qui est, les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent certainement, je ne dirais pas par cœur, mais ils le connaissent certainement très bien. C'est un article extraordinaire. Il est sur les bords du lac Titicaca. Oui, tout à fait. On est le 8 mai, oui. Ou le 9 mai, on est au lendemain de la chute du camp retranché. Et il y a ces quelques notables locaux avec les quelques militaires locaux qui arrivent en grande tenue et qui viennent faire une petite cérémonie improvisée sur le bord du lac qui rendent hommage au sacrifice. C'est un article extraordinaire. Et ce qui veut dire également que l'aura de la France à l'époque était tout de même extraordinaire. Vous vous rendez compte? Enfin, et voilà ces jeunes gens qui sont là isolés sur les bords du lac Titicaca et qui sont rejoints par des autorités locales pour marquer leur compassion d'une certaine manière. Alors dans votre recueil, Philippe Empsen, Petits éloges de l'ailleurs, aux éditions Albin Michel, il y a donc cette préface que vous écrivez, vous présentez son œuvre. On va y revenir parce qu'il y a encore son nombre de choses à ajouter, bien sûr, sur son œuvre, notamment évoquer cette admiration qu'il avait pour l'écrivain Jacques Perret. Ouais. Il y a cet entretien dans Toute une vie, où vraiment là, il se présente en quelque sorte en répondant aux questions de la journaliste. Puis après, il y a 3 parties où vous présentez un certain nombre d'articles, de recueils, d'extraits sur son œuvre. Alors, la première partie, vous l'avez intitulée Je bourlingue. Donc ça, c'est vraiment, ce sont les récits de voyage. Voilà. Alors, il y en a, d'ailleurs, il y a bien sûr des extraits de voyage en Amérique du Nord avec cette expédition Marquette qui nous valent des articles très intéressants. En plus, c'est le Raspail tout jeune. Après, il y a effectivement le Japon. Quelques articles aussi fort intéressants. D'ailleurs, il est désarçonné, ça se voit vraiment dans ses articles. Il est à la fois passionné, mais en même temps, c'est un monde incompréhensible, impénétrable. On le ressent vraiment en lisant ces articles. Je crois que c'est la seule fois où il a éprouvé ce sentiment-là. Si je me souviens bien, il m'en a parlé et c'était vraiment la seule fois où il avait éprouvé ce sentiment-là. Il y a aussi des articles consacrés à la Neuve France de Jacques Cartier. Tout à fait. Les termes des très beaux articles aussi. Ses premiers contacts avec les Alacalufs, des articles là encore très émouvants. Il évoque aussi les Indiens Cherokee. Des articles qui ne seraient pas du tout politiquement corrects. Non, pas du tout. À notre époque, mais bon, comme ce sont les Cherokees qui l'expriment sur la race, etc. Oui. Je cite très bien la conclusion de l'ordinateur des Cherokees. Nous vous écoutons. Mon avis sur notre minuscule presqu'île européenne, réserve à l'échelle mondiale, nous sommes tous des Cherokees. Et puis il y a donc la deuxième partie qui est consacrée là vraiment à la Patagonie. Jean Raspail, consul général de Patagonie. La troisième partie, elle, est plus consacrée à l'une de ses passions, bien sûr, la monarchie, avec la célébration, l'hommage au roi. Pour le bicentenaire de sa mort. Et la quatrième partie, c'est histoire d'être ailleurs, avec
une certaine sélection de différents thèmes, dont effectivement l'hommage à Jacques Perret, très intéressant aussi les critiques littéraires, les goûts littéraires de Jean Raspail qui sont exprimés. Et puis la dernière partie, c'est l'ultime aventure. C'est en quelque sorte, vous l'avez évoqué, cette Raspail et le sacré Raspail Tout à fait. et Dieu. Et il a cette forme, quelques pages consacrées d'ailleurs à ce monastère dont il a été très proche, qui est Le le Barou. Barou. Et c'est l'une des dernières phrases de votre livre, je la donne. Elle est extraordinaire quand il parle du Barou, le plus jeune des monastères, à 1400 ans de fidélité. Tout à C'est fait. un peu comme cette phrase sur les Alakhaluf que nous avons lue en entrée, en une ligne. Tout Bien est sûr. dit Oui, oui. sur le mystère, sur le drame. Et là, pareillement, tout est dit C'était le sur temps cette retrouvé d'une aventure. certaine manière, Ouais. parce que vis-à-vis des Alakalef, quand il les regardait depuis le bateau, il avait l'impression d'une sorte de fossé infranchissable entre Mm. eux et lui. Et là, il a eu l'impression, en allant au Barou, qu'une histoire extrêmement ancienne était de nouveau présente, était là. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Avant d'en arriver à la Patagonie, nous allons bien sûr parler de la Patagonie, ce que ça représentait pour Jean Raspail, un jeu, mais un jeu finalement qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. Mais nous allons y revenir. Hein. Ce sont moi, je ne fais que répéter les termes que j'ai vus dans le livre, en tout cas. Je voudrais juste revenir, si vous voulez bien, sur Jean Raspail, écrivain. En quoi, pour vous, consiste son talent ou son génie littéraire? D'être un écrivain de l'aventure. C'est avant tout un écrivain qui nous entraîne dans des aventures. Et tous ces romans sont quasiment des romans durant lesquels on voyage. Et les héros voyagent. Et ce n'est pas un hasard si Sylvain Tesson le considère un peu comme son maître, son inspirateur, parce que ça a été d'abord ça, à une époque où on ne voyageait pas autant, où l'aventure n'était pas quelque chose qui était galvaudé. Pour Jean Raspail est d'abord un écrivain de l'aventure et de l'ailleurs, justement. Donc c'est vraiment ce qui fait sa particularité, et avec un style tout à fait à lui. Vous évoquiez tout à l'heure la première partie sur ses voyages. Il y a un texte qui est cher à mon cœur dans cette partie qui N'hésitez pas s'intitule à en à lire Je quelques extraits. bourlingue, et qui est un texte qui est sur l'heure des marées. Entendez-vous ce bruit qui saisit l'âme et le cœur, cette lointaine cavalerie sourde qui dévale le grand océan occidental, s'enfle au large d'Ouessant, couvre d'embrun la chaîne des phares bretons et s'engouffre dans la Manche, poussé par l'immense vent d'ouest qui charrie les rêves de 100 générations de marins. Je veux dire, en termes littéraires, c'est magnifique. C'est un texte absolument superbe sur les marées. Qu'est-ce qui fait... c'est quoi le secret de son style? C'est le mot qui le rend si beau. Une parfaite maîtrise de la syntaxe, une grande richesse du vocabulaire et une grande capacité dans son écriture à créer des images et à être évocateur. Et ça aussi, peut-être, c'est un autre point commun avec Stephen King. Les écrivains, c'est un écrivain qui fait naître dans l'esprit des images. On rentre dans son livre, et si on y rentre, alors on est transporté ailleurs. Et je crois qu'une des particularités de Raspail, ça a été de ne pas avoir un immense lectorat, mais un lectorat extrêmement fidèle et qui lui est entièrement, j'allais dire, dévoué. Euh, Très très fan de son œuvre et très accro à son œuvre, et si on n'y est pas rentré, si on n'est pas rentré dans cette œuvre, si on se tient à l'écart et que l'on n'a pas ce goût de l'aventure, euh, des horizons lointains, alors peut-être on ne peut pas y rentrer. Mais c'est vrai que Jean Raspail n'a jamais été un écrivain de grand lecteur, très très populaire. Il y a peut-être deux ou trois de ces, peut-être même pas autant de romans qui ont eu autant de succès, et un roman qui est très très beau, qui n'a pas eu beaucoup de succès, et ça l'a beaucoup marqué, ce sont les Pickendorf.
alors que les Pickendorf qu'il avait d'abord publié sous le titre Qui de sont réédités d'ailleurs, Zara, toujours voilà, chez Albin Michel d'ailleurs. donc voilà, que Albin Michel a republié à la demande de Jean Raspail sous le titre Les Pickendorf, et c'est Peu de un temps des avant sa romans mort. qui n'a pas eu beaucoup de succès, et ça a beaucoup Pourquoi? Pour mortifié quelle raison? Raspail. Comment vous l'expliquez? Et il ne se l'expliquait pas, et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et c'est vrai que c'est assez étrange, mais peut-être parce que c'est un roman parmi les plus littéraires de son œuvre. Donc il faut vraiment être déjà peut-être un peu familiarisé avec l'univers de Jean Raspail pour y pénétrer pleinement et goûter tout l'humour et qu'il peut y avoir aussi dans son œuvre, puisque c'était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup l'humour dans ses romans. Vous nous expliquez, Philippe Empson, le talent de Jean Raspail, c'est cette capacité à nous faire rêver en quelque sorte, oui, à nous transporter ailleurs. oui. Mais son style est-il particulier? Son style est-il particulièrement beau? Il est particulièrement évocateur. Et quand je dis évocateur, c'est aussi très particulier. Les lecteurs de Jean Raspail en arrivent à confondre la fiction avec la réalité. Et ça, j'ai rarement vu ça à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en tant que créateur de son site internet, j'ai reçu beaucoup de messages de lecteurs de Raspail, par exemple me disant à propos de l'anneau du pêcheur, mais est-ce que telle chapelle qui se trouve à tel endroit, c'est celle dans laquelle Et ça, quand j'en parlais à Jean Raspail, ça le faisait beaucoup rire, en me disant, mais les trois quarts des choses sont inventées, en fait. J'ai inventé... Mais c'était un géographe. Donc ça veut dire qu'il donne à son imagination une base extrêmement concrète. Et c'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans ses romans, on a l'impression de voir quelque chose de réel et donc de croire que la fiction est réelle. Ça venait de ses voyages. Toutes ces descriptions qu'il faisait dans ses différents romans, c'est ce qu'il avait vu dans ses voyages et qu'il mettait en scène dans ses livres. Il y a ça, mais il y a également le fait qu'il avait une énorme imagination et qu'il savait transfigurer le réel, puisque ce ne sont pas des romans réalistes. Ces romans ne sont pas du tout réalistes. Ils sont tout à fait presque fantastique. Alors Philippe Empson, il reste très peu de temps, il nous reste un tout petit quart d'heure, ça passe très très vite en votre compagnie. Néanmoins, nous allons faire une petite pause musicale parce que vous avez choisi quelque chose de particulier. Oui. Je vous laisse l'expliquer aux auditeurs de Radio J'aime beaucoup Sibelius et j'ai choisi un extrait d'une œuvre de Sibelius qui me semble-t-il évoque très bien le début de Sept cavaliers. Je verrais si un cinéaste un jour portait à l'écran Sept cavaliers, j'imaginerais très bien cette musique-là pour accompagner le début de Donc l'intermezzo, premier mouvement de la suite, Carélia, opus 11 de Jean Sibelius. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Empson, qui est professeur, spécialiste de deux auteurs, un auteur américain, Stephen King, et puis un auteur français, bien sûr, Jean Raspail, dont il publie ce livre merveilleux qui nous fait découvrir tout le talent et les multiples facettes et l'extrême diversité de l'œuvre littéraire de Jean Raspail, entre voyages, romans, articles de journaux. Ce livre, c'est Petits éloges de l'ailleurs, qu'il publie aux éditions Albin Michel. C'est un recueil qu'il préface et qu'il annote. Alors, Philippe Empson, vous êtes professeur. Parlez-vous de Jean Raspail à vos élèves et comment réagissent-ils? En règle générale, ils ne le connaissent pas. Donc, je leur donne éventuellement des extraits, notamment du Jeu du Roi, ça m'est arrivé, ou d'autres, plutôt des chroniques extraites de l'Âge des steppes, ce genre de textes qui les amènent à voyager, justement, ailleurs. C'est ce que j'aime faire avec eux. Ça fait naître des vocations parmi eux? Quelquefois, oui. Quelquefois. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui se laissent entraîner quelquefois et qui écrivent très très bien. Il existe toujours des jeunes gens et des élèves, puisque j'enseigne à des adolescents, qui ont beaucoup de talent et qui savent très très bien s'exprimer. Je suis très très étonné quelquefois. Je photocopie certaines copies en disant à l'élève, quand tu seras écrivain, au moins j'aurai un document à revendre éventuellement en disant, vous voyez, c'est un premier. Vous savez motiver vos élèves. Je vous propose, il nous reste peu de temps, il nous reste 7 minutes seulement
pour deux sujets importants que j'aimerais que nous abordions avec vous, s'il vous voulez bien, Philippe Empson. Le premier, bien sûr, c'est la Patagonie, et le deuxième sujet concernant Jean Raspail, vous l'avez évoqué au début de l'entretien, c'est sa relation à Dieu. Oui. Et notamment à travers ce roman Miséricorde. Oui. Ce dernier roman, premier et dernier roman. Premier et dernier, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors la Patagonie, à 25 ans, nous dit-il, je suis devenu Patagon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Patagonie? Mais il a d'abord été absolument fasciné par les grands espaces de la Patagonie. Lui venant de la France profonde, se retrouver tout à coup devant des immenses horizons sans fin, peuplés que d'animaux, avec très très peu d'êtres humains, et ça l'a absolument fasciné. Et donc, il y est retourné à plusieurs reprises, et ce n'est pas tout de suite qu'il a entendu parler d'Antoine de Tounens. La première fois qu'il a entendu parler d'Antoine de Tounens, c'était lors de Terre de Feu Alaska, à l'ambassade de France en Argentine, où l'ambassadeur apparemment lui en a parlé, le premier. Mais ça n'a pas particulièrement retenu son attention. Quelques années plus tard, il a tout de même publié une chronique dans Le Figaro consacrée à Antoine de Tounens. Et puis, il ne s'y intéressait pas trop parce qu'il existe des successeurs à Antoine de Tounens, le roi de Patagonie, des successeurs officiels, et Jean Raspail s'est adressé à eux dans un premier temps. Et puis, finalement, il a regardé le personnage d'Antoine de Tounens comme un personnage tout à fait romanesque, et donc s'est lancé d'une certaine manière, d'abord le jeu du roi, puisque dans le jeu du roi, il est déjà question du roi de Patagonie, évidemment, et puis surtout dans moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, qui va être son roman marquant, qui là encore, à mon sens, littérairement, n'est pas forcément son meilleur roman, mais qui va surtout réveiller un vieux... Enfin, vous savez, ce genre de personnages qui se sont pris pour des rois, des princes, des empereurs dans des pays lointains, Tounens n'est pas le seul. Il y en a eu un autre, notamment en Indochine, dont je ne me souviens plus le nom, mais il y a plusieurs récits qui ont été consacrés à ce personnage en Indochine, qui lui aussi s'est fait proclamer d'une certaine manière roi, un Français. Et donc c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, mais qui a fasciné totalement Jean Raspail. Par le fait même que Tounens est allé jusqu'au bout de son rêve, jusqu'à la misère, la prison et tout le reste. Philippe Empson, dans votre recueil Petits éloges de l'ailleurs, Albin Michel, il y a un entretien très intéressant qui est intitulé L'adieu à la terre de feu, où justement Jean Raspail évoque Antoine de Tounens et la Patagonie. Il y précise, c'est page 191, c'est un jeu. N'allez pas chercher là-dedans un idéal de remplacement. Et il ajoute, 192, c'est la journaliste qui lui dit ça, mais il s'était exprimé là-dessus, vous estimez que vous avez trop embelli Antoine de Tounens dans votre roman. Oui. Pour lui, ça n'est qu'un jeu. Il ne faut pas y mettre tout à fait. plus de choses. Bien sûr, mais une patrie de remplacement. C'est parti comme un jeu. C'était un écrivain dont le nom m'échappe, un écrivain du Figaro, qui lui un jour lui dit mais si j'étais sujet de Sa Majesté le roi de Patagonie, quel serait mon statut? Et voilà, ça s'est transformé. Vous savez, Jean Anouilh avait écrit une très belle lettre à Raspail en lui disant mais au fond, Raspail, vous êtes un enfant. Vous êtes resté un enfant qui aimait jouer. Et il lui avait écrit ça après avoir lu le seul roman policier de Jean Raspail, qui est Le Président, qui est un roman policier, très, très, très beau roman. Et Anouilh lui avait dit ça, lui avait écrit cela. Je voudrais juste lire les 5 lignes de cet article écrit dans le Moniteur de Port-Tounens, bulletin de liaison des amitiés Patagones, 2011. C'est extraordinaire. Au moment de mourir, à Tourtoirac, sur un grabat de misère, le 17 septembre 1878, Antoine de Tounens demanda à sa famille et à ses derniers amis de crier « Vive le roi !» Tous restèrent muets, à l'exception de 2 jeunes enfants, ses neveux, qui timidement mais distinctement, les larmes aux yeux, s'avancèrent la gorge serrée. « Vive le roi !» Il l'entendit, puis expira, et ce fut, à n'en pas douter,
le couronnement et la justification de sa vie. Bien sûr, mais Ça, c'est magnifique. vous mettez le doigt sur peut-être quelque chose de très profond chez Raspail, à savoir cette capacité ou non que l'on a de savoir rêver, que ce soit chez les enfants ou chez les hommes. Philippe Empson, il reste que 2 minutes. Je lis rapidement un message d'auditrice. Dans l'anneau du pêcheur, j'ai beaucoup appris ainsi. Nice, ville papale, en 1416, pendant 6 mois avec Benoît XIII, mais j'y ai pu retrouver quelques anachronismes involontaires comme la fumée blanche au Moyen-Âge, alors qu'elle a été utilisée seulement un peu avant 1914. C'est mon coup de pied de l'âne, je l'avoue. Merci pour vos propos, dit-elle. Et puis un auditeur qui nous parle effectivement du massacre des Indiens. Oui. Nous n'avons pas le temps d'aborder ce sujet. Et puis un autre auditeur, il parle de ce film, L'homme qui voulut être roi, Oui. avec Sean Connery, naturellement. Il nous reste juste 1 minute. La miséricorde. Ah, La Miséricorde est un roman très étrange puisque c'est un roman qui a accompagné Raspail tout au long de sa vie d'écrivain. Il a commencé la rédaction de La Miséricorde vraiment avec son premier roman et n'a jamais pu l'achever. C'est un roman qui peut-être nous laisse la porte ouverte vers le mystère de Dieu puisque c'est au cœur de ce roman La Miséricorde. Donc Voilà. ce roman, il a été publié donc Il a finalement. été publié, il a été 2 fois publié en volume indépendant et dans une grosse anthologie qui regroupe les romans Patagon de Raspail chez Calman David, si je ne me trompe pas. Un dernier mot pour conclure. Que voulez-vous dire aux auditeurs de Radio Robert Courtoisie? Eh bien, je ne pourrais que les inciter à lire Jean Raspail et notamment commencer par Le Jeu du Roi. Eh bien, Philippe Empson, merci beaucoup pour vos en prie. propos passionnants ce soir à ce micro. Je rappelle votre livre, Petits éloges de l'ailleurs. Albin Michel, vous préfacez, vous annotez donc différents extraits de l'œuvre de Jean Raspail. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Merci à Stéphane à la technique. Merci.